On le surnommait le roi de Wall Street, mais il allait bientôt découvrir que la véritable royauté n'a pas besoin de crier haut et fort. Harrison Sterling pensait avoir tout pour lui. L'introduction en bourse de la décennie, un mannequin à son bras et une épouse ennuyeuse dont il pouvait enfin se débarrasser comme d'un vêtement démodé. Il signa les papiers du divorce dans un restaurant étoilé bondé, pensant faire une bonne affaire. Il ne se doutait pas que la femme qui pleurait discrètement de l'autre côté de la table n'était pas seulement une femme au foyer du Connecticut. Elle était la fille éloignée de la reine la plus puissante d'Europe. Et quand on brise le cœur d'une princesse, on ne perd pas seulement une femme, on déclare la guerre à une couronne. Voici l'histoire d'un milliardaire qui a tout perdu en sous-estimant la fille discrète assise dans le coin. Le bruit d'une cuillère qui heurte la porcelaine fine n'avait jamais semblé aussi violent. Pour les autres clientes du Leonard Inn, c'était juste un mardi soir comme les autres à Manhattan. L'air sentait l'huile de truffe et l'argent ancien. Mais à la table 4, la table d'angle réservée à l'élite de la ville, une exécution silencieuse était en cours. Harrison Sterling consulta sa montre P.C. Philip pour la 3e fois en 2 minutes. C'était un bel homme, avec ce charme prédateur que le monde de la finance new-yorkais vénérait. À 38 ans, il était P.D.G. de Sterling Dynamics, un conglomérat technologique sur le point de conclure une fusion historique avec une entreprise européenne de défense. Il arborait son arrogance comme son costume italien sur mesure, impeccablement taillé et impossible à ignorer. En face de lui était assise Sarah. Elle regardait ses mains soigneusement jointes sur ses genoux. Elle portait un simple pull en cachemire beige et aucun bijou, à l'exception d'une fine bague en or à son annulaire. Ses cheveux, d'un brun terne, étaient tirés en arrière en un chignon sévère et pratique. Aux yeux du monde extérieur, elle était la femme de départ, la femme invisible, l'erreur que Harrison avait commise avant de devenir milliardaire. « Tu m'as entendu, Sarah? » La voix de Harrison était basse, dépourvue de toute émotion autre qu'une légère irritation. « J'ai dit, les avocats ont tout rédigé. La maison de ville dans le West Village est à toi. Je te donne également une généreuse compensation. 5 millions. C'est plus qu'équitable étant donné que nous avions un contrat prénuptial. » Sarah leva enfin les yeux. Ses yeux étaient d'une couleur violette inhabituelle et saisissante, la seule caractéristique qui attirait toujours un second regard. Ils étaient humides, mais elle ne sanglotait pas. Elle possédait un calme terrifiant que Harrison avait toujours confondu avec de la monotonie. « Ce n'est pas une question d'argent, Harrison, » dit-elle doucement. Son accent était un dialecte américain générique et plat qu'elle avait perfectionné au cours des 6 dernières années. « C'est notre anniversaire, » soupira Harrison en roulant des yeux. Il prit son verre de vin et fit tourner impatiemment le Bordeaux millésimé. « Ne sois pas dramatique. Nous ne sommes plus un couple depuis des années. Sarah, tu le sais bien, j'ai besoin d'une partenaire qui corresponde à ma vie actuelle. Quelqu'un qui puisse m'accompagner au gala, qui puisse charmer les investisseurs. Toi, tu es plus heureuse à la maison avec tes livres et ton jardinage. » Il ne mentionna pas Bella. Il n'en avait pas besoin. Les tabloïds s'en étaient chargés pour lui. Bella DeVille, la sensationnelle mannequin de 22 ans qui est actuellement l'égérie de Gucci et des mauvaises décisions. Elle était bruyante, dynamique et ravissante dans sa robe dos nue, tout ce que Sarah n'était pas. « Est-ce que c'est à propos de la fusion? » demanda Sarah. « L'accord européen. » Harrison se figea pendant une fraction de seconde, puis ricana. « N'essaie pas de parler affaires, Sarah. C'est adorable, mais inutile. Il s'agit de nous. J'ai dépassé ce stade. Je t'ai dépassé. » Il sortit d'une épaisse enveloppe en papier craft de sa mallette et la fit glisser sur la nappe blanche immaculée. Elle heurta le centre de table avec un bruit sourd. « Signe-la ce soir. Je veux que ce soit fait avant la conférence de presse de vendredi. Je ne veux pas que des problèmes me ralentissent lorsque je sonnerai la cloche d'ouverture. » Sarah regarda l'enveloppe, puis elle regarda Harrison. Pendant une seconde, l'atmosphère autour d'elle sembla changer. Son attitude timide et effacée se fissura, révélant quelque chose de plus froid et de bien plus ancien. Elle redressa le dos et sembla soudain plus grande, même assise. « Tu fais une erreur, Harrison, » dit-elle. Sa voix ne tremblait pas. « Pas parce que tu me quittes, mais à cause de la manière dont tu le fais. »« Je vais tenter ma chance, » ricana-t-il en jetant une carte MX noire sur la table pour recouvrir le repas intact. « Retourne dans le Connecticut, Sarah. Trouve un bon comptable. Mène une vie tranquille. C'est pour ça que tu es né. » Il se leva et boutonna sa veste. Il ne se retourna pas. S'il l'avait fait, il aurait peut-être remarqué que le Matreyi, un homme nommé John Luke, qui avait servi la royauté de Monaco à Oslo, fixait Sarah d'un regard pâle et terrifié. Sarah ne toucha pas à l'enveloppe.
Elle attendit que Harrison ait franchi la porte et se soit retrouvé sous les flashs des paparazzi qu'elle avait passé 6 ans à éviter. Jean-Luc s'approcha de la table, les mains légèrement tremblantes. « Madame, murmura-t-il, abandonnant les formalités américaines. Avez-vous besoin d'aide? » Sarah regarda le matelas. Elle expira. Un long souffle tremblant et le masque de Sarah Winter commença à se dissoudre. Elle leva la main et retira les épingles de ses cheveux, les laissant retomber. Ils n'étaient pas d'un brun terne. Les racines repoussaient, révélant un blond platine naturel et chatoyant qu'elle avait teint pendant des années pour avoir l'air ordinaire. « Oui, John-Luc, dit-elle, sa voix changeant. Les voyelles américaines plates disparurent, remplacées par la prononciation claire, nette et raffinée de l'élite. « Apportez-moi un téléphone, une ligne sécurisée. Je dois appeler ma mère. » Jean-Luc s'inclina profondément. « Immédiatement, Votre Altesse. » Sarah prit les papiers du divorce. Elle ne les signa pas. Au lieu de cela, elle prit un stylo dans son sac à main, un stylo plume avec un blason gravé sur le capuchon que Harrison n'avait jamais pris la peine d'examiner de près, et écrivit une seule note sur le devant de l'enveloppe. « Échec et mat, dit-elle en se levant. Et John-Luc, si quelqu'un demande, Sarah Winters est partie il y a 1 heure. Elle n'existe plus. Et qui dois-je dire qui était ici, madame? » Elle se tourna vers la fenêtre, regardant la limousine de Harrison disparaître dans la nuit pluvieuse de New York. « Dites-leur que Serafina était ici et qu'elle rentre chez elle. » Le lendemain matin, les gros titres étaient brutaux. Le milliardaire passe à la vitesse supérieure. Sterling quitte sa femme sans charme pour le mannequin Bella DeVille. Harrison était assis dans son bureau d'angle au 50e étage du bâtiment Sterling Dynamics, lisant le New York Post avec un sourire satisfait. La photo en première page le montrait sortant du restaurant, l'air puissant et insouciant. La photo insérée montrait Sarah quittant les lieux 20 minutes plus tard, petite et pathétique sous un grand parapluie. « Tu es un homme libre, Harry », son directeur général, un sycophante nommé Greg, rit depuis le canapé en cuir. Et juste à temps, les actions ont augmenté de 4% rien qu'à cause de la rumeur du divorce. Le marché adore que tu te débarrasses de ce poids mort. C'était une fille adorable, dit Harrison d'un ton dédaigneux en faisant défiler les photos de Bella sur son iPad. Mais elle n'avait aucune ambition. Elle ne comprenait pas ce monde. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à obtenir les contrats européens. Les membres de la famille royale là-bas sont obsédés par l'image. En parlant de l'Europe, dit Greg en se redressant, la grande duchesse d'Ethelgard organise le gala du siècle à Vienne la semaine prochaine. C'est la clé de la fusion dans le domaine de la défense. Si nous obtenons une invitation et que vous vous présentez avec Bella, l'affaire est conclue. Nous deviendrons une superpuissance mondiale. Harrison acquiesça. Trouve-moi cette invitation, peu importe ce que ça coûte. Pendant ce temps, à 3 000 $, un jet Gulfstream G650 sans immatriculation atterrissait sur une piste d'atterrissage privée à l'extérieur de Londres. La pluie était torrentielle, mais dès que les marches furent abaissées, une file de Range Rover noirs y s'arrêta. Des hommes équipés d'oreillettes et de parapluies envahirent le tarmac. Sarah, désormais Serafina, descendit de l'avion. Elle avait troqué son pull beige contre un trench coat noir parfaitement ajusté, des lunettes de soleil foncé et un foulard enroulé autour de la tête. Un homme âgé grand, aux cheveux argentés et à l'allure militaire, se tenait près de la voiture de tête. Il s'inclina profondément. « Bienvenue chez vous, Votre Altesse. Sa Majesté vous attend au palais. »« Merci, Arthur, » dit Serafina. « La presse est-elle au courant? »« Pas encore, mais la reine est mécontente. Elle a suivi les frasques de M. Sterling aux informations. » Serafina pinça les lèvres. Mère l'avait toujours détesté. Elle l'avait traité de marchand la première fois que je lui avais montré sa photo. Ce matin-là, elle avait utilisé un terme plus imagé. Madame, ils roulèrent en silence à travers la campagne anglaise, contournant les autoroutes principales. Ils ne se rendirent pas au palais de Buckingham. Celui-ci était réservé au Windsor. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans l'ombre de l'ancien siège de la maison Calme. La famille Callum était plus ancienne que les Windsor, plus riche que le Vatican et opérait dans l'ombre. Ils ne coupaient pas de ruban, ils déplaçaient des frontières. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant les imposantes portes en fer forgé du manoir Calme, les gardes se sont mis au garde à vous. Serafina a regardé par la fenêtre les murs de pierre grise qu'elle avait fuis 7 ans auparavant. Elle voulait de l'amour. Elle voulait être normale. Elle avait rencontré Harrison dans un café de Boston où elle étudiait l'histoire de l'art sous un faux nom. Il était charmant, ambitieux et semblait indifférent à ses origines. Elle pensait qu'il l'aimait. Elle baissa les yeux vers son téléphone. Une notification Instagram apparut. C'était Bella DeVille.
Un selfie de Bella dans l'appartement terrasse de Harrison. L'ancienne maison de Sarah, vêtue de la robe de chambre en soie préférée de Sarah. La légende disait « Adieu l'ancien, bonjour l'audacieux ». Numéro amélioré. Sarafina sentit un nœud froid et dur se former dans son estomac. Ce n'était plus de la tristesse, c'était la résolution glaciale de sa lignée. Elle entra dans le grand hall d'entrée. Le sol en marbre résonnait sous ses talons. En haut du double escalier se tenait une femme qui terrifiait les premiers ministres. La reine Catherine de Callum ne ressemblait pas à une grand-mère. Elle ressemblait à un prédateur en perles. Elle se tenait droite, ses cheveux argentés coiffés en un casque d'autorité immuable. Elle tenait une canne, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle aimait la pointer vers les personnes qu'elle s'apprêtait à détruire. « Regardez qui est là, » dit la reine, sa voix résonnant dans le hall. « Bonjour, mère, » dit Sarafina en retirant ses lunettes de soleil. La reine descendit lentement les escaliers. Elle s'arrêta 2 marches au-dessus de Sarafina, regardant les yeux rougis de sa fille. « Je te l'avais dit, » dit Catherine, sa voix se réduisant à un murmure dangereux. « Je t'avais dit que ce bâtard d'Américain te morde. Tu as joué les paysannes pendant 7 ans. Tu lui as préparé ses repas. Tu as lavé ses chaussettes. Et il t'a jeté pour une mannequin de panneaux publicitaires. »« Je sais, » murmura Sarafina. « Il t'a humilié, » siffla la reine. « Ce qui signifie qu'il m'a humilié. Ce qui signifie qu'il a humilié la couronne. » La reine tendit la main et souleva le menton de Sarafina avec sa main gantée. « Tu es Sarafina Victoria Callum. Tu es l'héritière du trône des 7 vallées. Tu ne pleures pas pour un homme qui vend des micropuces. »« Je ne pleure pas, mère, » dit Sarafina, le regard dur. « Je planifie. » Un sourire lent et terrifiant se dessina sur le visage de la reine Catherine. « Tant mieux, car je viens de recevoir une demande de sa société. Il semble que M. Sterling souhaite désespérément être invité à notre gala à Vienne la semaine prochaine. » Les yeux de Sarafina s'écarquillèrent. « Il veut venir au bal d'hiver. Il pense que c'est un événement de réseautage, » rit la reine. Un son sec et dur. « Il n'a aucune idée de qui l'organise. Il n'a aucune idée de qui vous êtes. Donnez-lui l'invitation, » dit Sarafina instantanément. « Oh, j'ai bien l'intention de le faire, » dit la reine, et une invitation supplémentaire pour sa Catherine. Qu'il vienne, qu'il voie à quoi ressemble le vrai pouvoir. Sarafina se tourna vers le miroir dans le couloir. Elle regarda la femme qui s'y reflétait, la Sarah qui était trop simple, trop ennuyeuse, trop calme. « Brûlez les vêtements de Sarah, » dit Sarafina au majordome qui se tenait à proximité. « Et appelez le joaillier royal. J'ai besoin de quelque chose à porter pour Vienne. Quelque chose qui dise « Je te possède, rouge », suggéra la reine en haussant un sourcil. « Non, » dit Sarafina. « De l'or comme l'argent qu'il aime tant. Je veux ressembler à ce qu'il ne pourra jamais s'offrir. » 2 jours plus tard, l'invitation arriva chez Sterling Dynamics. Elle ne fut pas envoyée par la poste. Elle fut remise en main propre par un coursier du consulat autrichien qui refusa de la confier à une secrétaire. Il attendit 40 minutes jusqu'à ce que Harrison Sterling sorte d'une réunion, lui remette une boîte en velours noir, incline une fois sans sourire et s'en aille. Harrison emporta la boîte dans son bureau, ressentant une rare nervosité. Greg, son directeur général, se tenait derrière lui comme un vautour impatient. « Ouvre-la !» l'a pressé Greg. Harrison a ouvert le loquet. À l'intérieur, posée sur de la soie blanche, se trouvait une carte en carton épais bordée de véritables feuilles d'or 24 carats. Le blason en haut était profondément gravé. Un faucon à 2 têtes tenant une épée et une rose. Sa Majesté royale, la reine Catherine de Callum, ordonne la présence de monsieur Harrison Sterling au bal du solstice d'hiver. Palais Hofburg, Vienne, décoration cravate blanche. Ordonne, siffla Greg. Ce ne sont pas des invitations. C'est agressif. C'est du pouvoir, dit Harrison en passant son pouce sur la feuille d'or. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Elle est la matriarche de la famille Kaum. Il possède la moitié des mines de titane en Europe. Si j'ai 5 minutes avec elle, la fusion ne se fera pas seulement. Elle fera de moi l'homme le plus riche de l'hémisphère. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de Bella. « Fais tes valises, chérie, » dit-il lorsqu'elle répondit. « Nous partons pour Vienne. Et Bella, jette tout ce que tu avais prévu de porter. Je vais engager un styliste. Ce n'est pas les Grammy. Tu dois avoir l'air d'être propriétaire d'un petit pays. »« Harry !» Bella se plaignait au téléphone, le bruit d'un sèche-cheveux en arrière-plan. « J'ai un essayage pour Victoria's Secret vendredi. On ne peut pas juste les agrandir. » Harrison raccrocha. Il regarda la chaise vide en face de son bureau, où Sarah s'asseyait parfois pour l'attendre après le travail. Elle aurait su qui étaient les Callum. Elle lisait tous ses livres d'histoire poussiéreux. Pendant une seconde,
Une pointe d'agacement le traversa. Sarah aurait été utile ici. Elle connaissait les règles de bienséance. Bella. Bella allait être un projet. À 3000 mètres de là, dans la chambre la plus profonde du manoir Callum. L'air était froid et sentait le fer et la poussière. Sarafina se tenait devant un mannequin en velours. La couturière royale, une femme nommée Madame Lair, qui servait la famille depuis 40 ans, épinglait l'ourlet d'une robe qui semblait tissée à partir de la lumière liquide du soleil. « Elle est agressive, Votre Altesse », murmura Madame Lair, la bouche pleine d'épingles. « Ce n'est pas une robe », dit hier Sarafina, en fixant son reflet. « C'est une armure. » La robe était dorée, pas d'un champagne subtil, mais d'un or métallique profond et brillant qui captait chaque photon de lumière dans la pièce. Elle était dos nu, plongeant dangereusement bas, avec une traîne qui tirait comme du métal en fusion. Elle était bien loin des cardigans beiges de Sarah Sterling. La reine Catherine entra, les cliquetis de sa canne résonnant contre les murs de pierre. Elle était suivie de 2 gardes portant un lourd coffre en fer. « Laissez-nous » ordonna la reine aux gardes. Ils posèrent le coffre et se retirèrent. Catherine s'approcha du coffre et l'ouvrit avec une clé qu'elle portait autour du cou. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur, posé sur du velours noir, se trouvait le cœur de la vallée. C'était un collier de diamants si lourd qu'il semblait douloureux à porter. Au centre se trouvait un diamant jaune de la taille d'un œuf de poule. Il n'avait pas été porté en public depuis la mort de la grand-mère de Sarafina. « La presse pense qu'il a été perdu pendant la guerre », dit Catherine en soulevant le lourd bijou. Les diamants cliquetaient doucement. Harrison Sterling aime les biens matériels, n'est-ce pas? Il aime les choses clinquantes. Elle se plaça derrière sa fille et attacha le collier autour du cou de Sarafina. Son poids reposait sur ses clavicules, froid et lourd. Il ne m'a jamais regardé. « Maman », murmura Sarafina en touchant la pierre. « En 6 ans, je ne pense pas qu'il m'ait jamais vraiment vu. Il voyait une femme de ménage, un accessoire. Les hommes comme Harrison sont aveugles à tout ce qui n'a pas d'étiquette de prix, dit Catherine en ajustant les bretelles de la robe dorée. Alors ce soir, nous allons te mettre une étiquette de prix qu'il ne pourra pas payer. » La reine recula, les yeux brillants d'une fierté féroce et vindicative. « Souviens-toi, Sarafina, quand tu entreras dans cette salle de bal, Sarah Winters sera morte. Tu n'es pas son ex-femme. Tu es la princesse héritière, et s'il essaie de te parler, tu l'écraseras. » Sarafina se regarda dans le miroir. La femme qui lui rendait son regard était terrifiante. Elle était belle, certes, mais d'une beauté semblable à celle d'un front orageux. « Je suis prête, » dit Sarafina. Vienne en hiver était un conte de fées fait de neige et de lampes à gaz, mais l'entrée du palais Hofburg ressemblait davantage à une forteresse. La limousine de Harrison attendait dans une file de Bentley et de Rolls-Royce. Il ajusta sa cravate blanche, sentant l'amidon de son col s'enfoncer dans son cou. Il était nerveux. Il détestait être nerveux. À côté de lui, Bella faisait défiler TikTok. Elle portait une robe rouge qui était certes spectaculaire, mais trop échancrée sur les cuisses et trop décolletée à l'avant. Elle criait Hollywood, pas Habsbourg. « Range ton téléphone », lança Harrison. « Et pour l'amour de Dieu, ne mâche pas de chewing-gum. Du calme, Harry. » Bella fit éclater une bulle. « Ce n'est qu'une fête, ce ne sont que des gens. »« Ce ne sont pas des gens, Bella. Ils sont la raison pour laquelle l'argent existe. » La voiture s'arrêta. Un valet en livrée ouvrit la porte. Harrison sortit, inspirant profondément l'air glacial. Il offrit son bras à Bella et ils remontèrent le tapis rouge. Harrison s'attendait à voir des paparazzis. Il s'attendait à voir les flashs auxquels il était habitué à New York, mais il n'y en avait pas. Cet événement était si exclusif que la presse n'était pas autorisée à moins d'1 kilomètre des portes. Le silence était déconcertant. À l'intérieur de la salle de bal, il y avait une caverne de feuilles d'or et de lustres en cristal. Le plafond était orné d'une fresque représentant des dieux et des monstres. La salle était remplie de monde, mais le volume sonore était faible, un murmure poli. Les hommes portaient des écharpes et des médailles. Les femmes portaient des diadèmes qui étaient des héritages familiaux et non des prêts de Harry Winston. Harrison ressentit soudain un sentiment écrasant d'inadéquation. Ces milliards ne signifiaient rien ici. Ces gens possédaient des châteaux plus anciens que son pays. Il attrapa une coupe de champagne sur un plateau qui passait et la vida d'un trait. « Reste près de moi », murmura-t-il à Bella, « et ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. »« Peu importe », répondit Bella en roulant des yeux, avant de s'éloigner vers une table de hors-d'œuvre. Harrison resta seul près d'une colonne de marbre, scrutant la salle à la recherche de la reine. Il devait la trouver. Il devait lui faire sa proposition. Soudain, la musique s'arrêta. Le brouhaha des conversations cessa instantanément.
Un majordome frappa 3 fois le sol avec son lourd bâton. Boum, 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 boum. Sa Majesté impériale, la reine Catherine de la maison de Callum. La voix retentit. Les doubles portes au fond de la salle s'ouvrirent. La reine Catherine entra. Elle portait du velours noir et une couronne de fer et de diamants. La salle s'inclina. Harrison, réalisant une seconde trop tard, baissa la tête maladroitement. Mais l'annonceur n'avait pas fini et Son Altesse royale, le prince Alexandre, continua la voix. Un homme grand, d'une beauté ravageuse, en uniforme militaire, s'avança et offrit son bras à la reine. L'annonceur fit une pause et le silence dans la salle s'intensifia. Son Altesse royale, la princesse héritière Séraphina. Harrison se redressa, curieux. Il avait entendu des rumeurs au sujet d'une fille, mais personne ne l'avait vue depuis des années. Puis elle entra dans la lumière. Harrison eut le souffle coupé. Elle était une vision en or. La robe lui allait comme une seconde peau, scintillant à chaque pas. Ses cheveux, d'un blond platine éblouissant, étaient relevés en une tresse complexe tissée de perles. Autour de son cou brillait un diamant de la taille d'un poing. C'était la plus belle femme que Harrison ait jamais vue. Elle rayonnait de puissance. Elle marchait avec une grâce langoureuse, le menton haut, ses yeux violets scrutaient la foule avec une indifférence ennuyée. Des yeux violets. Harrison fronça les sourcils. Cette couleur fit remonter un souvenir enfoui sous des couches de narcissisme. Sarah avait les yeux violets, pensa-t-il. Mais ceux de Sarah étaient ternes, tristes. Ces yeux-là sont électriques. Il secoua la tête. Impossible. Sarah était dans le Connecticut, probablement en train de pleurer devant un pot de glace. Cette femme était une déesse. Les membres de la famille royale descendirent l'escalier et commencèrent à circuler. La foule s'écarta devant eux comme la mer Rouge. Harrison regardait, fasciné, la princesse rire de quelque chose. Un duc eut un rire léger et musical qui ne ressemblait en rien au petit rire discret de Sarah. « Elle est incroyable », murmura Harrison pour lui-même. Il vit une ouverture. La princesse s'était éloignée de la reine et se tenait près de la fontaine, un verre de champagne à la main. Elle était seule pendant une fraction de seconde. Harrison redressa sa veste. C'était le moment. Il allait charmer la fille, atteindre la mère et conclure l'affaire. Il s'approcha, arborant son plus beau sourire de milliardaire charmeur. « Votre Altesse, dit Harrison en s'approchant d'elle par le côté. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. » La princesse se retourna lentement. De près, elle était encore plus époustouflante. Le parfum de son parfum le frappa. Jasmée et tubéreuse. Il était cher, complexe. Elle le regarda. Son expression ne changea pas. Elle ne le reconnut pas, ne lui témoigna aucune chaleur, se contentant de le fixer d'un regard froid et critique, comme s'il s'agissait d'un meuble qu'elle trouvait légèrement kitsch. « Monsieur Sterling, dit-elle. » Sa voix était claire, britannique et résolument aristocratique. « Ma mère m'a dit que vous seriez ici, le vendeur d'ordinateurs américain. » Harrison tressaillit. « Allesman? Je suis propriétaire de Sterling Dynamics, corrigea-t-il, son sourire vacillant légèrement. Nous sommes en fait la première entreprise technologique des États-Unis. J'espérais discuter de la synergie entre nos systèmes de suivi et les intérêts de votre famille. » La princesse but une gorgée de champagne sans quitter son visage des yeux. « Synergie ?» répéta-t-elle, savourant le mot comme s'il s'agissait de lait tourné. « Vous, les Américains, utilisez des mots si colorés pour embellir votre cupidité. » Harrison rit, essayant de se rattraper. « J'admets que je suis ambitieux, mais je suis aussi un homme qui sait reconnaître la qualité quand il la voit. Et je dois dire, Votre Altesse, que vous êtes la femme la plus captivante dans cette pièce. C'est dommage que nous ne nous soyons pas rencontrés auparavant. » Il se pencha vers elle, baissant la voix d'un octave séduisant. « J'ai l'impression que je me souviendrai d'avoir rencontré quelqu'un comme vous. » La princesse le fixa pendant une seconde. Une lueur d'amusement, de pitié, dansa dans ses yeux. « Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas? » murmura-t-elle. « Non, quoi? » demanda Harrison perplexe. Elle fit un pas vers lui. Elle était si proche qu'il pouvait voir l'éclat doré de ses iris violets. « Vous vous vantez de votre vision, Harrison, » dit-elle, abandonnant son accent britannique pendant une fraction de seconde. Sa voix prit l'accent américain qu'il connaissait si bien. « Mais tu n'as jamais regardé au-delà du tablier. » Harrison se figea. Le sang quitta son visage si rapidement qu'il faillit s'évanouir. La pièce semblait tourner. La voix, les yeux, la façon dont elle penchait la tête. « Sarah » articula-t-il dans un souffle. Cela ressemblait davantage à un couinement. La princesse sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire d'un prédateur qui venait d'attraper un lapin. « Sarah est morte, dit-elle, son accent britannique revenant comme un piège d'acier.
Je suis Sarafina et ceci. Elle fit un geste vers la salle de bal. L'or, les cadres, le pouvoir. C'est ma vie. La vie que tu trouvais trop ennuyeuse pour toi. Harrison recula, l'esprit en ébullition. C'est impossible. Tu cuisines des lasagnes. Tu découpes des coupons. Tu es ma femme. Ex-femme, corrigea sèchement Sarafina. Mardi, elle jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Harrison. Bella Deville titubait vers eux, tenant une brochette de crevettes à moitié mangée et l'air ennuyé. « Harry !» appela Bella d'une voix aiguë qui résonna dans la salle raffinée. « Cette fête est nulle, on peut y aller? J'ai mal aux pieds. » Sarafina regarda Bella, puis Harrison. Le regard de mépris absolu qu'elle lui lança était pire qu'une gifle. « Elle est parfaite pour toi, Harrison, » dit Sarafina froidement. Vulgaire, bruyante et éphémère. « Attends !» Harrison lui attrapa le bras. C'était un réflexe, une erreur. Instantanément, deux gardes royaux surgirent de l'ombre. L'un d'eux attrapa le poignet de Harrison et le tordit derrière son dos avec une efficacité douloureuse. Harrison poussa un cri et tomba à genoux. La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers eux. La reine Catherine observait depuis son trône, sirotant son vin avec un sourire satisfait. « Lâchez-moi » cria Harrison, la douleur lui transperçant l'épaule. « Savez-vous qui je suis » Sarafina le regarda, agenouillée à ses pieds dans son smoking coûteux. Elle ajusta son bracelet en diamant, l'air ennuyé. « Nous savons exactement qui vous êtes, Monsieur Sterling, dit-elle, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. Vous êtes un invité qui a abusé de notre hospitalité. » Elle se tourna vers les gardes. « Virez-le. » Et la fille, « Sarah, s'il te plaît, » supplia Harrison, pris de panique lorsqu'il réalisa ce qu'il avait perdu. « On peut en discuter. Je ne savais pas. » Sarafina lui tourna le dos, sa robe dorée virevoltant autour de ses chevilles. « C'était toujours ton problème, » dit-elle par-dessus son épaule. Les pavés devant le palais Hofburg étaient glissants à cause du verglas, mais Harrison ne sentait pas le froid. Il ressentait la chaleur radioactive brûlante d'une humiliation totale. Il se tenait sur le trottoir, sa veste de smoking déchirée à l'épaule là où la garde royale l'avait malmené. À côté de lui, Bella tremblait violemment dans sa robe rouge moulante, tapotant furieusement sur son téléphone. « Mon Uber est à 3 minutes, » lança-t-elle sans le regarder. « Et ne crois pas que je vais le partager avec toi. Tu fais le buzz, Harry, et pas dans les bons sens. Range ton téléphone, Bella, » grogna Harrison en vérifiant son propre appareil. Il avait 17 appels manqués de Greg. « Nous devons élaborer une stratégie. La reine vient de déclarer la guerre. Je dois retourner à la situation avant l'ouverture des marchés asiatiques. Élaborer une stratégie? » Bella éclata d'un rire cruel et aigu. Elle tourna l'écran vers lui. « Regarde cette vidéo, génie. Elle a été vue 2 millions de fois en 10 minutes. » Harrison fixa l'écran. C'était une vidéo tremblante prise par un invité dans la salle de bal. Elle le montrait à genoux, suppliant, tandis que Sarafina, telle une statue dorée du jugement, le regardait avec une froide indifférence. La légende disait « Le mendiant milliardaire numéro 1. La reine Sarafina numéro 1. »« Tu es ridicule, Harry. » dit Bella en ouvrant la portière d'une Mercedes noire qui venait de s'arrêter. « Je sors avec des gagnants. Toi, t'es juste le type qui s'est fait larguer par une princesse parce qu'il était trop radin. » Elle claqua la portière. Harrison se retrouva seul dans la rue Vienna. Son téléphone vibra à nouveau. C'était Greg. Harrison. La voix de Greg était aiguë, à la limite de l'hystérie. « Où es-tu? Le cours de l'action est en chute libre. Il a baissé de 18% avant l'ouverture du marché. » « Ce n'est qu'un scandale, Greg, » cria Harrison en faisant les 100 pas sur le trottoir. « Ça va se tasser. Je vais présenter mes excuses. Je dirai que j'étais ivre. Je ferai un don d'1 million à un orphelinat. »« Ce n'est pas le scandale, » hurla Greg. « C'est de la chaîne d'approvisionnement. Nous venons de recevoir un avis de la société Athalgard Mining Corp. Ils ont invoqué une clause de force majeure. Ils coupent notre approvisionnement en titane. » À compter de maintenant, Harrison cessa de faire les 100 pas. Le sang dans ses veines se transforma en eau glacée. Sterling Dynamics construisait des systèmes de guidage pour missiles et drones. Ils avaient besoin de titane aérospatial de haute qualité. Athalgard Mining contrôlait 60% de l'approvisionnement mondial. À qui appartient Athalgard Mining? Harrison murmura, bien qu'il connût déjà la réponse. C'est une filiale de Com Industries, dit Greg. La voix tremblante. « Harrison, c'est la famille de ton ex-femme. Ce ne sont pas seulement des mondains. Ils possèdent le terrain sur lequel nous construisons. » « Elle nous étrangle, » réalisa Harrison. La femme ennuyeuse qui tricotait sur le canapé était en train de démanteler son empire d'1 milliard de dollars d'un simple coup de fil.
Règle ça, Greg, rugit Harrison. Trouve un autre fournisseur. Appelle les Russes. Appelle les Chinois. Je m'en fiche, j'ai essayé. Greg lui répondit en criant. Personne ne voudra nous toucher. La nouvelle s'est répandue. Quiconque vend la Sterling Dynamics est mis sur liste noire par l'Union européenne. Elle nous a mis sous embargo, Harrison, personnellement. Harrison raccrocha. Il regarda le palais. Les lumières étaient chaleureuses et accueillantes. Il pouvait entendre les notes faibles d'une valse flotter dans l'air hivernal. À l'intérieur, Serafina dansait. Il lui avait dit qu'elle n'avait aucune ambition. Il lui avait dit qu'elle était insignifiante. Il héla un taxi, les mains tremblantes. Il devait retourner à New York. Il devait se rendre à la salle du conseil. Ce n'était plus un divorce. C'était une prise de contrôle hostile de sa vie. 36 heures plus tard, la salle de conférence de Sterling Dynamics empestait le café froid et la peur. La vue depuis le 50e étage sur les toits de Manhattan était généralement une source de force pour Harrison. Aujourd'hui, elle ressemblait à un précipice. Harrison était assis en bout de la longue table en acajou. Il n'avait pas dormi, ses yeux étaient rougis et il ne s'était pas rasé. Le conseil d'administration était assis autour de lui, 12 hommes et femmes en costume gris qui avaient l'habitude de rire de ses blagues. À présent, ils évitaient son regard. La situation est critique, dit la directrice financière, une femme nommée Marcus. Non, attendez. Disons plutôt Margaret, en faisant glisser un graphique sur la table. Avec la rupture d'approvisionnement en titane, nous ne pouvons pas honorer le contrat avec le Pentagone. Nous sommes en défaut. Les clauses pénales à elles seules nous mèneront à la faillite d'ici la fin du trimestre. Je peux régler ça, dit Harrison d'une voix rauque. Je m'envole pour Washington ce soir. J'ai des amis au Sénat. Je peux obtenir une injonction contre le blocus. Vous n'avez pas d'amis à Washington, Harrison. Une voix grave grondait à l'autre bout de la table. C'était Lawrence Vance, le président du conseil d'administration. C'était un requin de la vieille école qui avait toujours toléré Harrison parce qu'il rapportait de l'argent. Maintenant que l'argent avait disparu, la tolérance s'était évaporée. La vidéo où vous vous inclinez devant un monarque étranger passe en boucle sur CNN, dit Lawrence en tapotant la table du bout des doigts. Vous avez l'air faible et Wall Street déteste la faiblesse. J'ai bâti cette entreprise, s'écria Harrison en frappant du poing sur la table. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Je possède 40% des actions avec droit de vote. En fait, dit Lawrence avec un sourire cruel aux lèvres, à ce moment-là, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Harrison se retourna, s'attendant à voir la sécurité. Au lieu de cela, Serafina entra. Elle ne portait pas la robe de bal dorée. Elle portait un tailleur blanc si bien coupé qu'il aurait pu couper du verre. Ses cheveux platines étaient tirés en arrière en une queue de cheval élégante. Elle portait un fin porte-document en cuir. Derrière elle marchaient 2 avocats de Sullivan et Cromwell, le cabinet d'avocats le plus cher de la ville. Que fait-elle ici? Harrison se leva, le visage rouge. Sécurité, faites sortir cette femme. Asseyez-vous, Harrison, dit Serafina. Sa voix était calme, conversationnelle. C'était la voix qu'elle utilisait pour lui demander s'il voulait du rôti pour le dîner. Mais la fermeté sous-jacente était indéniable. Vous n'avez pas le droit d'être ici, cracha Harrison. C'est une réunion à huis clos. Je le sais, répondit Serafina. Elle se dirigea vers la chaise vide à l'opposé de celle de Lawrence. Lawrence se leva et s'écarta pour lui offrir son siège. Harrison la fixa du regard. Lawrence, qu'est-ce qui se passe? Serafina s'assit, croisant les jambes. Elle posa le portefeuille sur la table. Vous avez dit que vous déteniez 40% des actions, Harrison. Elle a dit que c'était vrai lundi, mais vous avez utilisé 15% de cette somme pour couvrir vos appels de marge lorsque le cours de l'action a chuté hier. Et qui pensez-vous avoir acheté cette dette? Harrison ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle poursuivit. Les 20% restants, les parts de l'associé passif que vous avez vendu il y a 3 ans pour financer votre expansion en Asie. Vous pensiez les vendre à une société écran au Caïman, dit-elle en tapotant la table de son ongle manucuré. Vous me les vendiez à moi. À moi, murmura Harrison. Mais vous étiez chez vous. Tu plantais des hortensias. Je gérais le portefeuille d'investissement royal depuis mon iPad pendant que tu me trompais avec ta secrétaire. Serafina esquissa un petit sourire froid. Je suis ta plus grande investisseuse depuis 3 ans, Harrison. Je possède directement 35% de cette entreprise. Et avec les votes par procuration de Lawrence, elle regarda autour d'elle. Les membres du conseil d'administration acquiescèrent à l'unisson. Ils savaient qui était le nouveau patron. Je contrôle 51% de Sterling Dynamics. Harrison retomba dans son fauteuil.
Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Les murs se refermaient sur lui. Tu avais prévu tout ça, allaiта-t-il. Pendant 3 ans, j'ai protégé mon investissement. Serafina rectifia. Je pensais que tu étais un homme intelligent, Harrison. Je pensais que tu mûrirais. Mais quand tu m'as remis les papiers du divorce le jour de notre anniversaire, j'ai compris que tu étais un boulet. Elle ouvrit le portefeuille et en sortit une feuille de papier. Il s'agit d'une motion visant à révoquer le PDG pour faute grave et incompétence. Elle a déjà été signée par la majorité. Elle fit glisser le papier sur la longue table polie. Il s'arrêta parfaitement devant lui. « Tu es viré, Harrison. » Harrison regarda le papier. Puis il regarda la femme qu'il avait ignorée, rabaissée et rejetée. « Tu ne peux pas faire ça, supplia-t-il, la voix brisée. C'est ma vie. Je n'ai rien d'autre. Tu as la maison de ville dans le West Village, dit Serafina, reprenant ses propres mots prononcés au restaurant. Et je suis prête à te proposer un accord. 5 millions. C'est plus qu'équitable. La salle de réunion était silencieuse. L'ironie flottait dans l'air, épaisse et suffocante. « Accepte l'accord, Harrison, » conseilla Lawrence à voix basse, avant qu'elle ne change d'avis et ne te laisse sans rien. Harrison regarda ses mains. Il regarda la fenêtre. Il réalisa avec un choc écœurant qu'il était désormais le poisson rouge et qu'elle était le requin. « Je vais signer, » murmura-t-il. « Bien, » dit Serafina. Elle ne jubilait pas. Elle ne se réjouissait pas. Elle regarda simplement sa montre. « La sécurité vous raccompagnera. Vous avez 10 minutes pour vider votre bureau. Je veux que le bureau soit nettoyé avant mon arrivée. » Harrison se leva. Il se dirigea vers la porte. Un homme brisé dans un costume à 5 000 $. Au moment où il atteignait la poignée, Serafina prit la parole une dernière fois. « Oh, et Harrison, » dit-elle. Il se retourna, les larmes de rage et de chagrin lui piquant les yeux. « La prochaine fois que vous déciderez de vous offrir un cadeau, » dit-elle, les yeux violets étincelants, « assurez-vous de bien faire la différence entre un strass et un diamant. » Harrison sortit. La porte se referma derrière lui. Dans la salle du conseil, Serafina poussa un long soupir. Elle n'avait pas l'air triomphante, elle avait de l'air fatiguée. « Pouvons-nous commencer ?» demanda-t-elle au conseil. « Nous avons beaucoup de dégâts à réparer. 6 mois. » Cela faisait exactement 182 jours que les portes de la salle de réunion s'étaient refermées sur la vie de Harrison Sterling. Mais pour lui, c'était comme s'il errait depuis des décennies dans un purgatoire qu'il s'était lui-même créé. New York, la bête que Harrison pensait avoir apprivoisée, s'était retournée contre lui. La ville était réputée pour sa mémoire courte en matière de succès. Elle produisait des milliardaires tous les mardis, mais elle avait une mémoire d'éléphant pour les échecs. Et Harrison n'était pas seulement un échec. Il était une caricature. Il était le paria de Wall Street, l'homme qui avait troqué une dynastie royale contre une couverture de magazine, l'homme dont le visage suppliant avait été transformé en gif utilisé par les adolescents pour se moquer de leurs amis. C'était un mardi soir, il pleuvait avec cette hostilité glaciale que seul le mois de novembre à Manhattan pouvait susciter. Harrison était assis dans le coin arrière du Moyennese, un bar mal éclairé du West Village, qui sentait la bière éventée, le polish au citron et le désespoir silencieux. On était loin des sanctuaires étoilés Michelin de Leonardon ou Perse. Ici, pas de nappe blanche, pas de sommelier obséquieux pour lui servir son Bordeaux millésimé, juste une table collante et un verre de whisky au goût d'iode et de regret. Il fit tourner le liquide ambré dans son verre, fixant son reflet. Il avait vieilli. Les angles prédateurs de son visage s'étaient adoucis, laissant place à des joues flasques et fatiguées. Ses cheveux, autrefois coiffés avec une pommade à 100 $, étaient clairsemés et ébouriffés. Il portait un manteau qui avait coûté 5 000 $ il y a 2 saisons, mais dont les poignets étaient désormais effilochés et auquel il manquait d'un bouton. Il n'avait pas pris la peine de le remplacer. À quoi bon? Son téléphone vibra sur la table. C'était la seule chose qui lui restait pour le relier au monde qui le craignait autrefois. Une notification de TMZ s'afficha sur l'écran fissuré. Alerte mise à jour. Bella Deville aperçue sur un super yacht à Street Tropes avec le protégé de son rival technologique Elon Musk. Selon certaines sources, elle aurait qualifié Harrison Sterling de tremplin vers nulle part. Harrison fixa le titre. Il ne ressentait ni colère ni jalousie. Il ressentait un vide, une douleur engourdissante. Bella avait tenu exactement 4 jours après son licenciement. Elle n'avait même pas eu la décence de rompre avec lui en personne. Elle avait envoyé une assistante personnelle, une stagiaire de 20 ans nommée Kayla, récupérer ses bracelets de tennis en diamant et ses sacs Birkin. Alors que Harrison était assis dans le salon sombre de la maison de ville, Bella avait bloqué son numéro avant même que Kayla n'atteigne l'ascenseur.
Il balaya la notification. La maison de ville, le généreux règlement qu'il avait si arrogamment jeté à la figure de Sarah lors de leur dîner d'anniversaire, était désormais son sarcophage. Elle était trop grande pour un seul homme. Elle était silencieuse. Mon Dieu, ce silence. Il détestait le silence. Il détestait voir Sarah assise dans le salon, plongée dans ses épais livres d'histoire. Le seul bruit était celui des pages qu'elle tournait ou de ses aiguilles à tricoter. Il trouvait cela ennuyeux. Il trouvait cela étouffant. Assis maintenant dans le bruit du bar, entouré d'inconnus qui riaient et se disputaient, il aurait donné son poumon restant pour entendre à nouveau ce silence. Il réalisait maintenant, avec l'amère lucidité du recul, que le silence n'était pas le vide, c'était la paix. C'était le son d'une femme qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Une femme qui avait soutenu le ciel pour lui alors qu'il était trop occupé à regarder son propre reflet pour s'en rendre compte. Un autre, grogna le barman, interrompant ses pensées. Non, répondit Harrison d'une voix rauque à force de ne pas s'en servir. À crédit. Il paya avec une carte de débit dont il dut vérifier le solde avant de la remettre. L'humiliation était désormais un rituel quotidien. Il sortit sous la pluie. Il n'avait plus de chauffeur. La voiture de fonction avait disparu, reprise par la nouvelle administration. Il n'avait pas non plus de parapluie. Il releva le col de son manteau, frissonnant, alors que l'eau glacée coulait dans son cou. Il s'avança vers le trottoir, levant la main pour héler un taxi. 3 taxis jaunes le dépassèrent, leur feu éteint. Un 4e ralenti, vit le visage hagard de Harrison et la façon dont il vacillait légèrement, puis accéléra à nouveau, éclaboussant son pantalon d'eau sale provenant des flaques. Harrison resta là, l'eau coulant de son nez, vaincu par la circulation. Soudain, le bruit des sirènes transperça l'embouteillage. La symphonie chaotique des klaxons s'éteignit lorsque les motos de police se faufilèrent entre les voitures immobilisées, ouvrant la voie avec une efficacité autoritaire. Les piétons s'arrêtèrent sur le trottoir, leur téléphone levé, sentant le pouvoir. « Qui est-ce » demanda une femme debout à côté de Harrison, se protégeant les yeux de l'éblouissement. « Le maire, s'il vous plaît » ricana un homme en montrant du doigt l'avenue. Le maire prend le métro pour les séances photos. Ça, c'est de l'argent réel. C'est la reine. Un cortège de Souvenots noirs passa, encadrant un véhicule au centre. C'était une Rolls-Royce Phantom, blindée et allongée, élégante comme une panthère et 2 fois plus dangereuse. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse et imposante qui dominait la rue. La voiture ralentit en négociant le virage serré près du trottoir où se tenait Harrison. Les vitres teintées étaient des miroirs noirs reflétant les néons de la ville. Mais au moment où elle passait, la vitre arrière s'abaissa de quelques centimètres. À l'intérieur, l'habitacle était baigné d'une douce lumière dorée. Il semblait chaleureux. Il semblait appartenir à un autre monde, un monde de sécurité et de pouvoir. Harrison l'aperçut. Sarafina était assise sur la banquette arrière. Elle travaillait. Un ordinateur portable était posé sur ses genoux et elle parlait dans un casque. Elle portait un tailleur en soie bleu nuit taillé à la perfection. Sur son revers était posée une broche, l'emblème de la famille Callum, un faucon à 2 têtes fait de saphir et de diamants. Elle semblait différente. La douceur avait disparu. La Sarah qui préparait des lasagnes et s'excusait de prendre de la place avait été incinérée dans le fourneau de la trahison. À sa place se trouvait une monarque. Son profil était anguleux, sa posture rigide, son visage illuminé par la lumière bleue de l'écran. Pendant un instant, une seconde atroce, ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Elle le vit. Elle vit ses cheveux mouillés, son manteau effiloché, ses épaules désespérées et pathétiques. Harrison se figea, le cœur battant à toute rompre. Il fit un demi-pas en avant, levant instinctivement la main. Il voulait crier, il voulait hurler. « Je suis désolé, je suis là, je suis l'homme que tu as épousé. Regarde-moi, déteste-moi, crie sur moi, reconnais-moi, tout simplement. » Il voulait de la colère. La colère signifierait qu'il comptait encore. La colère signifierait qu'il y avait encore un lien, aussi instable soit-il, mais il n'y avait aucune colère dans les yeux de Sarafina. Il n'y avait rien. Elle le regardait comme on regarde un pavé fissuré sur le trottoir ou un pigeon nichant sur un rebord. Un léger désagrément passager, un détail du paysage qui ne nécessitait aucun investissement émotionnel. Elle regardait à travers lui, au-delà de lui, comme s'il était fait de verre. Puis elle se retourna vers son ordinateur portable. Elle dit quelque chose dans son casque, sa main faisant un geste décisif. La vitre se leva, isolant le monde doré de la rue grise et humide. La Rolls-Royce accéléra, disparaissant dans le brouillard de la 5e avenue, laissant Harrison Sterling seul dans une flaque d'eau de pluie sale.
Cette prise de conscience le frappa plus durement que la faillite. Il n'était pas son méchant. Il n'était pas son ennemi. Il n'était qu'un fantôme. Une note de bas de page dans sa biographie. Au-dessus de la ville, le bureau penthouse de la tour Callum Sterling, récemment rebaptisé, était une forteresse de verre et d'acier. La pluie à l'extérieur ne pouvait pas atteindre la femme à l'intérieur. Sarafina entra dans son bureau et retira ses gants. La vue était spectaculaire. La ville entière s'étendait à ses pieds. Un réseau scintillant d'ambition et d'électricité, mais elle ne s'arrêta pas pour l'admirer. Votre Altesse, son assistant exécutif, un jeune homme vif nommé Léo, se leva lorsqu'elle entra. Il lui tendit une tablette. Le décret final vient d'arriver des avocats. Monsieur Sterling a signé les papiers ce matin. Vous êtes officiellement divorcé. Sarafina prit la tablette. Elle regarda le document numérique. La signature de Harrison au bas de la page était tremblante. Un gribouillis irrégulier comparé à son élégante écriture cursive. Et le changement de marque, demanda-t-elle en posant la tablette sur le bureau qui appartenait autrefois à son mari. Un bureau qu'elle avait remplacé par un autre en marbre noir. C'est fait, répondit Léo en tapotant son écran. Les actions ont atteint un niveau record. La fusion avec Athelgard Defense est finalisée. Le conseil d'administration a approuvé votre motion visant à acquérir les mines de titane en Ukraine. Et il hésita, souriant. Vous faites la couverture du Forbes du mois prochain. Le titre qu'ils ont choisi est « La princesse qui a bâti un empire ». Sarafina se dirigea vers la baie vitrée. Elle appuya sa main contre la vitre froide, regardant les fourmis qui se précipitaient dans les rues mouillées, 50 étages plus bas. Quelque part là-bas, Harrison rentrait chez lui sous la pluie. « Il m'a dit que je n'avais aucune ambition », dit-elle doucement. Le souvenir de cette nuit chez Lerner Dan résonnait dans son esprit. Il m'a dit que j'étais insignifiante, que j'étais née pour être femme au foyer. C'était un imbécile, madame, dit Léo doucement. Non, corrigea Sarafina en se retournant. Ses yeux violets étaient secs, clairs et terriblement brillants. Il m'a servi de leçon, une leçon nécessaire. Il m'a appris que la gentillesse sans limite mène à l'autodestruction. Il m'a appris que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Elle prit son stylo-plume, celui qui arborait les armoiries familiales, celui qu'elle avait utilisé pour écrire « échec et maths » sur l'enveloppe il y a plusieurs mois. Archive le dossier, Léo. Harrison Sterling, c'est du passé. Elle s'assit en bout de table, elle ne regarda pas en arrière. La fille ennuyeuse du Connecticut avait disparu, ensevelie sous une montagne d'or et de titane. Maintenant, dit Sarafina d'une voix ferme et autoritaire, appelle le premier ministre. Nous avons un pays à acheter. Harrison Sterling passa le reste de sa vie à courir après le fantôme de la femme qu'il avait rejetée. Il tenta de créer 3 autres entreprises technologiques, mais le blocus de Callan était total. Aucune banque ne voulait lui prêter d'argent. Aucun fournisseur ne voulait lui vendre quoi que ce soit. Il était radioactif. Il sortit avec une série de mannequins et d'actrices, mais il ne trouva jamais personne qui le regardât avec l'adoration calme et constante que Sarah lui avait autrefois témoignée. Il mourut à 78 ans, riche en argent, mais ruiné spirituellement. On le retrouva seul dans son penthouse qui ressemblait davantage à un musée qu'à une maison. Sarafina ne se remaria jamais. Elle dirigea l'empire commercial, calme d'une main de fer pendant 40 ans, devenant une légende dans le monde financier, une femme qui a transformé un chagrin d'amour en une dynastie. Mais la rumeur veut que, lors des nuits calmes dans le palais, elle renvoyait parfois ses gardes, s'asseyait près du feu avec un verre de vin bon marché et lisait de vieux livres de poche, seul vestige d'une vie où elle n'était qu'une jeune fille nommée Sarah, qui aimait un garçon qui ne la méritait pas. Cela nous sert à tous de rappel brutal. Faites attention à ceux que vous écrasez pour arriver au sommet, car le sol est glissant et la personne qui tient l'échelle pourrait bien être celle qui possède le ciel. Waouh, quelle aventure, n'est-ce pas? Si cela ne vous apprend pas à vérifier 2 fois votre contrat de mariage et à traiter votre partenaire avec respect, je ne sais pas ce qui le fera. Je ne sais pas ce qui le fera. J'aimerais vraiment savoir ce que vous auriez fait si vous aviez été Sarafina. Auriez-vous détruit Harrison complètement comme elle l'a fait, ou auriez-vous simplement tourné le dos et laissé le karma faire son travail? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance royale et de cœur brisé de milliardaires, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine saga folle. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'une nounou qui a hérité d'un empire mafieux. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas,
La vraie royauté n'a pas besoin de crier. À bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.